papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Bonjour, mon nom est Gilles Lessard. Moi, je fais partie du comité pour l'organisation des fêtes du 150e anniversaire d'Isbretonne. Ça inclut le village, puis ça inclut la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. La fonction principale que je fais au niveau de ce comité-là, c'est de rencontrer des commerçants puis, qui ont tenu commerce à Isbretonne ou qui tiennent encore commerce à Isbretonne. Ce qu'on veut, c'est faire connaître au monde un peu de notre histoire. Puis il y a beaucoup de nouvelles personnes à Isbretonne. C'est que ça va vous faire comprendre qu'il y a déjà eu pas mal plus de vie qu'il y en a aujourd'hui à Isbretonne. Puis on a une belle histoire. Puis ces commerçants-là vont vous la faire connaître. Puis aussi pour bien des gens d'Isbretonne qui malheureusement ne peuvent plus sortir puis aller à gauche pas à droite en raison de l'âge. Ça va vous rappeler de bons souvenirs. C'est on va vous présenter ce soir des entrevues avec une personne qui est bien connue à Isbretonne, c'est Michel Groslot. Michel, c'est le fils de J. Édouard Groslot, qui a tenu une boucherie à Isbretonne. Michel va nous parler de ça. Il va nous parler aussi d'un restaurant très bien connu à Isbretonne, le petit restaurant du coin, le restaurant du coin qui a une très belle histoire. Puis Michel a été propriétaire du restaurant, il a vu un peu pas mal de son histoire, puis il va nous raconter comment ça se passait dans le temps, à ce niveau-là. Donc on va y aller en 3 volets, puis le dernier volet, c'est que Michel est responsable aussi de la pisciculture à Isbretonne, puis aussi du club chasse et pêche. Fait qu'on va lui laisser la parole. On va commencer par parler de la boucherie de son père. Pendant une dizaine de minutes, on va essayer de faire le tour du sujet, malgré qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Puis après ça, on va se garder 20 minutes pour les deux autres sujets, le restaurant du coin, puis la pisciculture et le club chasse et pêche. Fait que j'espère que vous allez apprécier cette entrevue. C'est que sans plus de préambule, on va laisser la parole à Michel. Bonjour Michel, ça fait que je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. C'est que Michel, comme j'expliquais tout à l'heure, on va commencer par parler de la boucherie de ton père. J'aimerais ça que tu nous traces un peu l'histoire de la boucherie. Ton père, c'est un gars d'Isbretonne, il est né à Isbretonne, c'est quoi ses journées de travail? Comment que ça se passait à la boucherie dans le temps? C'est quoi le genre de demande qu'il y avait? Ça devait être probablement beaucoup de travail. S'il y avait beaucoup de charcutiers bouchers dans le temps, y a-t-il beaucoup de concurrence? C'était quoi sa clientèle, tout ça? Alors que je te laisse la parole, Michel. Parle-nous, s'il te plaît, de la boucherie de ton père. OK, mon père, J-Édouard Groslot, c'était le fils de Luther Groslot, qui restait pas loin de chez nous, où que mon père a eu sa boucherie. La boucherie a été bâtie par mon père et son père aussi. Puis là, il était au début il était en compagnie avec un nommé Lessard. Ils sont partis à 2. Puis après ça, mon père est revenu tout seul. Puis là, ça a commencé de même. Ça a commencé dans les années 1925 à peu près. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Je n'ai rien entendu parler. Mais ça a commencé de bonne heure de même. Puis ça a duré pendant des années. Jusqu'en 86. Toi, Michel, es-tu le plus vieux de la famille chez Non. vous? Okay. N'as-tu de tes frères des plus vieux qui ont travaillé avec lui, avec ton père, à la boucherie? Non, on n'a pas travaillé personne. Okay. Non. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec, là, quand j'avais à peu près 15-16 ans, là. Mais non, juste un peu les fins de semaine. Là. C'était pas assez gros non plus pour avoir des employés dans mon temps. Mais avant ça, il y avait des employés. Il y avait Tibi Atroflé qui l'appelait. il a travaillé longtemps pour mon père. Tu vois, des surnoms à Isbretonne, et ça c'est important, ça fait partie du folklore. Ah oui. Avec Michel, on te laisse continuer. Il y a eu Tibi Atroflé, puis après ça, il y a eu Clément Tivière aussi qui a travaillé un peu pour mon père. Puis après ça, ça a été, je pense qu'il a continué tout seul, pas mal tout seul, tout le temps. Puis après ça, il y a eu beaucoup de compétition à Isbretonne, fait que là, la clientèle a baissé, fait que là, c'est pour ça qu'il pouvait fournir tout seul.
Mais au début, là, c'est lui qui tuait ses animaux avec ses employés, avec Tibi et Clément. Puis il les débitait, puis là, il vendait la viande. Il en a même vendu par les portes aussi. Puis après ça, il vendait ça à sa boucherie. C'est quoi, Michel, qui avait ton père comme équipement pour travailler? Tu veux nous parler de ça un peu? Puis comme, mettons, pour aller livrer sa viande, comment il s'est organisé dans le temps? Ah, il y avait un cheval avec... C'était Tibi qui allait livrer les commandes. OK. Il y avait un cheval et une voiture. Mais après ça, il y avait un vieux pick-up. Puis là, c'est lui qui livrait ses commandes lui-même. Puis nous autres aussi, on allait en livrer, c'était pas loin, là, en traîneau l'hiver surtout, là. Puis on bicycle, on allait en livrer souvent. Comme on voit, ça ressemble un peu au temps d'une paix. Hein? Puis, c'était à peu près ça, oui. C'était pas mal ça. Oui. C'était des grosses journées, probablement. Lui, là, de tout débiter sa viande, puis d'aller livrer ça, parce qu'il allait livrer un peu... Sa clientèle, c'était une clientèle qui était surtout d'Isbroton. Il y en avait-tu dans d'autres villages? Ou... Non, il y avait Isbroton puis les Rangs. OK. C'était ça, sa clientèle. Non, en dehors, il n'y allait pas, non. C'était-tu un ouvrage qui était dur physiquement? Bien, il fallait qu'il se lève de bonne heure le matin puis il finissait à tard le soir. Ça, c'est officiel. Ah oui. Puis il fallait qu'il fasse tout... dans ce temps-là, il faisait même du canage à part de ça. Okay. Il faisait de la boulogne, de la saucisse, ses jambons. Il y avait un fumoir aussi. Il fumait du bacon, puis du jambon, puis tout ça. Là. Il faisait sa tête fromagée. Ouais, c'était des bonnes journées qu'il avait. Tu sais que le monde, quand arrivait le temps des fêtes, il savait où aller chercher de la bonne viande. Oui, le temps des fêtes, puis surtout le printemps, dans le temps des cabanes à sucre. Tous les cultivateurs qui tuaient le lard, puis tout ça, là, ils amenaient ça à mon père, puis là, il faisait du jambon, puis du bacon, puis il faisait toute une sorte de charcuterie, si tu veux, là, pour tous ces cultivateurs-là. Okay. Il y avait une petite fumoir, il y avait un fumoir, il n'était pas tellement grand, par exemple, mais c'était plein de jambon, ça, là. Ça devait sentir bon. Oui. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais aux îles de la Madeleine, à un moment donné, puis ils nous avaient fait visiter, il y avait un fumoir pour eux autres, ils faisaient fumer, c'était du hareng. Ah oui? Et puis ils nous faisaient goûter à ça. C'est vraiment bon. Puis il y a une affaire, j'oubliais, Michel, pendant ça que tu nous parles un peu du rôle de ta mère au niveau du commerce. Elle travaillait-tu, elle aussi? Elle s'impliquait. Elle était au téléphone, puis elle prenait les commandes, puis elle allait les donner à mon père, puis là, lui préparait les commandes. Puis souvent, elle allait, quand mon père allait livrer les commandes, des fois, c'est elle qui allait au magasin, puis elle servait la clientèle. Okay. Ah oui, elle s'impliquait beaucoup. Ah oui. Moi, je me souviens, le restaurant de son père, il était situé pas mal... La boucherie. Je veux dire, la boucherie était située pas mal proche du prochain sujet qu'on va parler tantôt, du restaurant. C'était le voisin. Ah oui, c'est ça. Aurais-tu pensé, là, Michel, que la boucherie de ton père, ça aurait été... toi, à un moment donné, tu aurais été propriétaire du restaurant à côté? Serais-tu imaginé ça quand tu étais jeune? Puis tout ça? Ah non. OK. Puis... au niveau, je sais que c'est un métier qui peut être dangereux, être boucher. Il s'est-tu déjà blessé avec des couteaux, des affaires... Son employé, Tibi, il s'était donné un bon coup de couteau sur une cuisse, là. Puis c'était pas mal... il s'était blessé beaucoup. Mais lui-même, à part de se couper un doigt de temps en temps, je n'ai pas vu personne se blesser là, sauf cet accident-là, ça on a eu connaissance de ça. Comme, mettons, pour geler sa viande, l'entreposer, ça, y avait-tu des entrepôts en dehors de la boucherie où tout se situait là? Il y avait une chambre froide, tout simplement, avec des petits congélateurs électriques, là, comme on a aujourd'hui dans nos maisons. Puis il n'y avait pas de gros congélateurs. Là. Puis dans ce temps-là, il ne devait pas avoir 50 inspecteurs qui passaient par année. Il n'y en avait pas, tout simplement. Alors, il y en avait ça. Puis ça faisait pareil. Ah oui. Ouais, c'est ça. OK. Puis, te souviens-tu, toi, mettons, du goût, là, quand ta mère faisait cuire de la viande, là, que ton père avait débité là, ces recettes. Là. Des fois, on a des souvenirs de jeunesse. Il me semble qu'on sent ça, on sent encore qu'est-ce que ça sentait chez nous. Toi, tu te souviens-tu, mettons, de ce feeling-là de rentrer dans la boucherie ou de manger un bon repas que ta mère avait préparé avec... Sûrement. Oui, hein? Merci, Michel, de nous avoir fait revivre un peu l'histoire de la boucherie J.E. Groslot. Maintenant, on va passer à un sujet que tu connais aussi très bien, c'est le restaurant du coin.
Ce qu'on aimerait, Michel, que tu nous parles, c'était des souvenirs que tu as du restaurant du coin. Si tu te souviens, c'était qui les premiers propriétaires, comment que c'était à l'époque, comment que ça a évolué dans le temps que tu étais petit gars, puis tout ça, puis comment que toi, tu en es venu à dire « Hey, moi, j'aimerais ça être propriétaire de ça ». Quand est-ce que ça a germé cette idée-là dans ta tête? Puis quand est-ce que tu as acheté le restaurant du coin? Puis de nous parler un peu comment que ça se passait, la vie au restaurant du coin, les repas, les clients, nous parler, ce que tu te souviens, parce que tu es né dans ce coin-là, toi, de nous parler dans le temps que la mine fonctionnait à plein régime, dans le temps qu'il y avait la gare, dans le temps que l'hôtel Leroy fonctionnait à plein régime aussi. Comment que ça se passait dans le coin? Ou tu m'as appris qu'il y avait pas mal plus de commerce que je pensais, que le restaurant du coin ne devait pas manquer de clients. Puis, je vais te laisser partir avec ça. Puis, quand on sera rendu vers la fin, de nous raconter des bonnes anecdotes que tu te souviens du restaurant du coin, des personnages célèbres, je t'en nomme juste ça en passant, Bernardin Vachon, de nous parler un peu des habitudes d'être là toujours à telle heure, puis tout ça. Il a passé des vedettes au restaurant du coin. Passé des vedettes, puis c'est ça, Son que tu nom nous en d'Ernest parles. Bretonne. Puis de nous parler aussi combien d'années que tu l'as gardé, quand est-ce que tu l'as vendu, etc., etc. Fait que je te laisse aller, Michel, avec ça. Je te laisse nous parler du restaurant du coin. OK. Fait que le restaurant du coin, moi, je suis venu au monde, puis il était là. Puis quand je suis venu au monde, là, c'était justement ma marraine puis mon parrain qui avait le restaurant du coin, qui était Antonio Groslo avec Marguerite Filion. Ils l'ont eu pas trop longtemps, les autres, parce que les autres, ils l'avaient acheté du propriétaire d'avant qui s'en allait, fait qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont eu peut-être un an ou deux, puis après ça, ça a été Émile Ferland qui l'a eu. Lui, il l'a eu pendant, je dirais, au moins une quinzaine d'années, certains. Là, dans le temps d'Émile Ferland, c'était dans notre jeunesse, on avait à peu près 14, 15, 16 ans. Là, il s'en est passé des choses. C'est que là, Michel, là, tu nous ramènes en quelle année avec M. Ferland? Là, on était... Les années 60. Les années 60. Oui, OK. les années 60, C'est à bon. peu près. OK. Parce que quand Émile Ferland il a acheté ça dans mon oncle Antonio, c'est que les autres, il étaient 3 gars chez Émile Ferland. Il y avait 2 gars chez Émile Ferland, il faisait 3 avec Émile. Puis il y avait Bibiane, c'était surtout Bibiane qui faisait à manger tout le temps. Puis c'était le spot où tout le monde allait, ça. Puis il y avait une table de poule, là, puis il y avait des joueurs de poule. Il y avait, je me souviens d'un nommé Lapane qui venait de Trois-Rivières. Là, lui, là, c'était son plaisir, une fois de temps en temps, de venir jouer avec Guidaros Vachon, le père à Bernardin Vachon. C'était des... Des joueurs de poule professionnels, ça. OK. Ça, eux autres, ils arrivaient sur la table de poule, là, puis c'était tout le temps 2-3 cleans de fil. C'est cleaner à la table 2-3 fois de fil, là. Puis là, ça ramassait du monde. Quand la panne venait jouer avec Midas au restaurant, là, le restaurant s'emplissait. Il y en a un qui était plus fort que l'autre. Non, ils se battaient. Ouais, Ça jouait, ce monde-là. Là, à peine si on entendait jouer. C'était pas du sacrage. Ça jouait tranquillement. C'était vraiment des vrais joueurs professionnels. Parce qu'il y avait une table de poule là, qui jouait du matin au soir tout le temps, avec le monde d'Ice-Bretonne. Là, ça jouait au Boston 30 sous puis au Strike. Moi-même, on a joué en masse. Ça, c'est des affaires qui manquent. Ça. Le monde, au lieu d'être toujours sur Internet, il y avait du fun à y avoir aussi. C'est ça. Autour de Au table de restaurant, poule. c'était tout le temps plein de monde, ça, là. C'est ça. Puis, même, le monde, je prends comme Réginal Lessard, tout ces gars-là, Ouais, c'était du monde plus vieux que moi, ça, là. Mais surtout aussi, les autres, là, c'était des jeunesses pour l'époque, là. Et ça jouait du pool, là, puis ça jouait du hockey. Il y avait la patinoire au côté aussi. Ouais, la Là, patinoire, Au OK. côté du restaurant, là, c'était la patinoire. Aujourd'hui, c'est le parc des Bretonnec, là. Mais avant ça, c'était la patinoire d'Ice-Bretonne. Puis il y avait des bons joueurs qui ont Il y passé avait des là. bons joueurs, mais Ouais. moi, je m'en souviens pas, mais c'était mon père qui voyait là. J'étais trop petit, tu avais l'équipe des gros lots, il formait une ligne, les autres seuls. Marius Groslot, c'est notre parenté, ça? C'est dans ma parenté, mais c'était les cousins à mon père. Parce que lui, Ouais. il a joué pour les Nordiques, les As de Québec. Ouais. Ça Ouais. vient du Bretonne, ça. Puis dans les bons joueurs de hockey aussi qui a passé, il y avait un gars qui s'appelait Thierry Lessard aussi, c'était un bon joueur. Oui, Thierry Lessard, Ouais. oui. C'est Thierry Lessard. Tu parles comme Thierry Lessard, Renaud Gagné, tout ça Ouais. jouait bien du hockey, ça là. Il aurait pu être le Cole Patou Caulfield. aussi, ça le jouait bien. Patou, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Puis c'est ça, là, tantôt tu parlais qu'il y avait beaucoup de monde qui passait au restaurant du coin. Quand on regarde tous ces événements-là, qu'il y avait les parties de hockey, puis je sais que c'est le sport dans sa Bretonne, c'était un village
qui avait une bonne image comme village de sport. Il y a des bons sportifs. Ça fait que il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, tout ça. Est-ce qu'il y en avait? Les gens venaient-tu? Surtout de la Beauce, où il y en a, comme mettons, de Thetford qui descendaient dans le coin pour venir goûter à la bonne bouffe du coin. Les games d'hockey, moi, que je me rappelle d'Isbourdon, les bonnes games d'hockey, c'était Sainte-Marie. Là. Il y avait Trin qui venait, il y avait 3-4 clubs d'hockey alentour, là, puis ils se rencontraient souvent. Puis quand c'était Sainte-Marie là, qui venait jouer, là c'était la bagarre. Oui, c'est ça. Quand les autres ils venaient jouer du hockey, là, il y avait la bâtisse à Donat-Vachon. Je ne sais pas si tu t'as dit de quoi, là, le voisin de l'hôtel Poulain aujourd'hui. C'était la bâtisse que le monde arrivait, mettons qu'il arrivait une équipe de hockey, il s'en allait là pour s'échanger, puis il arrivait là en autobus. En autobus. Mais ça allait arriver une fois, je me souviens, mais qu'il y a l'autobus qui a viré en envers. Parce que ça avait brossé. Ça avait brossé durant la game. La game avait arrêté là, puis il avait été viré l'autobus en envers. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça. Michel, ce monde-là qui venait compétitionner à East-Bretonne, qui venait. Il venait voir, il y avait des belles filles à East-Bretonne, il allait à l'hôtel Roy, tout le monde qui arrivait de la gare, puis ça. Ce monde-là, ça allait. Il devait y avoir pas mal de clients au restaurant du coin. Tu avais le train, le monde allait en train aussi. Là. Tu avais le bureau de poste en face du restaurant du coin. Tout. Le bureau de poste, oui. C'était tout le temps un va-et-vient qui se faisait là. Cette époque-là, surtout, c'était épouvantable. Puis les heures d'ouverture, c'était quoi, Michel, dans le temps? Quand toi, tu étais jeune, là, puis c'était-tu tout le temps ouvert 7 jours sur 7? Puis... C'était tout le temps ouvert, puis durant la semaine, là, ça fermait, je ne sais pas, disons 10h, 11h au soir, mais les fins de semaine, là, ça fermait très tard. Puis moi, quand je l'ai eu, là, il y a des bouts de temps que ça fermait même pas. Le monde arrivait des hôtels, puis ils venaient manger au restaurant, puis ça passait à droite, là. Puis on arrivait au matin, puis on commençait à déjeuner. C'était le même. Puis toi, Michel, quand tu l'as acheté, ça a été quoi? Tu sais, dans quelle année tu l'as acheté? Puis ça a été quoi l'idée qui t'a dit, ben, moi, ça me tente d'acheter ce restaurant-là? C'est pas de même que ça s'est passé. C'est que dans les années 60, quand quelqu'un rentrait dans les mines, ça c'était une job pour la vie. Il n'était plus question d'aller ailleurs. C'était une job à la vie. Il y avait des bons salaires, des bonnes conditions. C'est ça, des bonnes conditions. Mais en 86, par exemple, là, ça a tout formé. Fait qu'elle a voulu choisir d'autres jobs. Puis le restaurant était à vendre à cette époque-là. Fait que je lui ai dit à Carole Doyon, c'était mon chum dans le temps, là, on l'a acheté à 2. Puis on l'a eu, avec Carole, il est mort au bout d'1 an. Mais moi, je l'ai eu pendant 20 ans. Moi. C'est eu pendant 20 ans. Pendant 20 ans. En passant, Carole, c'est mon cousin, ça. Parce que moi, il y a du doyon dans moi. OK. Puis, c'est ça. Carole, y avait-tu des tâches particulières par rapport à toi? Il était surtout sur le chiffre d'affaires. Okay. La comptabilité, là, tout ça, les rapports, tout faisait ça. Okay. Moi, j'étais surtout dans la bouffe, dans la préparation de la bouffe. Des sauces, du poulet. T'étais-tu cuisinier, toi? Avais-tu des bonnes qualités de cuisinier au départ? J'avais des bonnes qualités, mais jamais pour me lancer dans ça. Mais j'ai plongé dans ça, j'étais bon, en fin de compte. Puis tu avais probablement des très bons employés. Des bons employés qui m'ont montré, pour montrer comment ça marchait au début. Là. Okay. Oui, les employés. Combien que tu avais d'employés? On va continuer pour ça. J'ai été une seconde avec 15. Comme je sais qu'il y avait une sœur à Jean-Pierre Letourneau. Oui, Lucie. Lucie, il y avait Francine Daudier aussi. Francine Daudier, oui. On a eu plusieurs, il en a passé, des cuisinières. Il y avait, moi, je me souviens quand j'étais petit gars, c'était notre place. Nous autres, on aimait ça, aller manger au coin. L'ambiance était intéressante. Ah oui. Il y avait le bar, quand on rentrait, il y avait les 2 divisions. Raconte-nous ça un peu comment c'était organisé, Michel. Oui, j'ouvrais le restaurant tous les matins, moi. À 7 h, c'est moi qui rouvrais, puis je faisais à manger, puis les déjeuner, jusqu'à 8h30, avant qu'il rentre une motrice. Mais ça a été un plaisir, ça, là. Okay. Ça, tous les matins, là, quand il y avait un problème à East-Bretonne, on le réglait là. C'était un peu comme le restaurant, quand on regarde le rang 5, l'émission, là, il y a un restaurant où que le monde se ramasse. C'est ça. Ben, à East-Bretonne, puis des Isidore Leclerc, ils devaient en avoir à East-Bretonne. Hein? Des gars qui savent tout, là, ouais. Ah oui, il y avait une table à l'entrée, quasiment. Il y avait une table qui pouvait avoir à peu près 10 personnes. C'était toujours les mêmes qui allaient là. Puis, ça, le comptoir, il se remplissait à peu près avec toujours les mêmes personnes. Là. Mon père, c'était un bon habitué. Mon père, il aimait ça, prendre sa bière au coin.
Ah oui. C'est là, ça jasait de politique, ça jasait de n'importe quoi. Ah, n'importe quoi. Puis les couteaux volaient bas, là, tu sais. Oh, oui. Ça se pointe. Oui. Quand on voulait avoir du fun, on savait qui pointer, là. Puis des personnages typiques que tu as eu, Michel, là, qui arrivaient, là, puis que ça lui prenait. C'était ça, je m'assois à la même place, puis je prends mon café à tout à l'heure, puis il est aussi bête de pas avoir personne. N'avais-tu de ça? Oui, Bernardin, il y avait sa place au bout, puis s'il arriverait quelqu'un là, je vous donne valeur, mais ma place, ça, là. Puis il allait au vachon, il arrivait au restaurant, là, puis s'il n'y avait pas le journal, il allait l'autre à un autre, là. Ah ouais? Donne-moi là, tu sais pas lire. Non, c'était ça. Ouais. Puis tu l'as gardé, tu dis 20 ans, Michel, ouais, on a 20 ans. Le restaurant. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à le vendre? L'as-tu fermé ou tu l'as vendu? Je l'ai fermé, moi. Tu l'as fermé? Oui, je l'ai fermé. Ça a été bon longtemps, mais il y a un moment donné là, qu'on changeait 4 sous pour une pièce. OK. Oui. Il y avait eu plusieurs autres restaurants qui ouvraient la gargouille, puis ça avait baissé. Puis là, il y avait du monde. Ça paraissait marcher, qu'on fait de l'argent au bout, mais c'était pas le cas, là. On faisait plus d'argent à la fin. Ouais. Fait qu'on a tout fermé ça. Puis la banque, je sais qu'il y avait la banque qui était, puis il y avait il y avait le grenier et frères. Ah oui. Le grenier et frères. Hey, c'est vrai, finalement, c'est vrai qu'il y avait des commerces. Puis c'était des bons commerces qu'il y avait autour. Parce que le restaurant du coin, lui, était un point central. C'est ça. Puis autour, Michel, donne-nous donc quelques commerces autour. Là. On a parlé de l'hôtel Roi. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Du côté nord de la traque d'Isboton, là, moi, à ma connaissance, il y a eu 67 commerces. 67, là. Je les ai toutes marquées, nous, je vous les montrer que tantôt. Puis 67. Puis on n'était pas en banlieue de Montréal. Là. Non. Juste dans la rue du restaurant, là, que ça va vers la gare, si tu veux. Là. Au-dessus de le voisin, c'était il y avait la cabane de Place Noire, mais ça c'était pas un commerce. Mais c'était le barbier, le gars des gros lots. Oui, ben oui. Après ça, tu avais Céréales Rodrigue. Oui. Après ça, tu avais Générique Grenier. Ça, c'était encore commerce. Lui, c'était un forgeron. Un forgeron. Après ça, tu avais le Donat Vachon. Dans ça, il y a eu la caisse puis le bureau de poste dans ça. Puis après ça, il y a eu une salle de danse. Puis ça, dans ça, il y avait, un appartement pour le hockey aussi. Là. Après ça, tu as eu Jean-Paul Roy. Jean-Paul Roy. Après ça, tu as eu la gare plus loin. Là. Puis il y avait les chaussures Arthur Ménard, c'était juste dans ça. C'est sur la 10e. Ça, c'était la 10e. Sur la 10e, en montant, tu avais le restaurant du coin. Tu avais mon père. Oui. Après ça, tu avais André Turcotte. André Turcotte. Ben Gravel. Ben, oui. Ça, c'est sur mon bord, à moi, ça là. Il a marié une de mes tantes, puis Ben Gravel. Ah oui, c'est vrai. Eve Rose. Oui. Tante Rose, oui. Puis sur l'autre bord du chemin, en face du restaurant, là, tu avais, la Banque canadienne nationale qui était là. Après ça, tu as eu le photographe. Non, ça, c'est sur l'autre bord, c'est la raison. C'était qui le photographe? C'était René Turcotte. Non, Timidor Turcotte. Timidor Turcotte. Timidor Turcotte. Puis après ça, tu as eu le bureau de poste un peu plus haut. Okay. Après ça, tu as eu le bel téléphone. Après ça, tu as eu Henri Loupoulin, c'était un boucher. Après ça, tu as eu, juste sur le coin de la rue, là-bas, tu as eu... il y avait Jean-Luc Breton, c'était lui un bijoutier. Après ça, tu as eu le voisin de Jean-Luc Breton, c'était un théâtre qu'il y avait là. Il y avait un théâtre. Après ça, avant le théâtre Perrault, ça. Oh, oui, avant le théâtre Perrault, ça n'existe plus, tout était démanché, ça. Là. Puis après ça, tu as eu Arthur Ménard, je l'ai dit. Oui. Après ça, tu as eu la mine carrée. La mine carrée, oui. Ça, c'était juste ce petit bout de la 10e avenue, juste là. Ça fait, tu sais... Dans les petites rues, il y en avait encore autant, là. Mais regarde, moi, le Michel, il m'en apprend un ben des affaires que je ne savais pas, mais, tu sais, il y a eu de la vie dans ce village-là. Ça fait qu'avec tout ce que tu nous dis, Michel, c'est facile de comprendre que le restaurant du coin, c'était vraiment... C'est pas juste le restaurant du coin, c'était le restaurant du centre, parce que c'était un centre qui était important à Isbroton, c'était une place de rassemblement. C'est une place, je pense, qui a eu beaucoup plus de joie de vivre que de négativisme. Ah, puis oui. je pense que c'était de la thérapie qui se faisait là. Tu as raison, on va dire une fois. Prends Donat, pas Donat Doyon, Donat... Drouin, Donat Drouin. Ouais. Ça, il venait à tous les matins au restaurant. Ça, c'était drôle. Oui, c'est un gars drôle, ça, oui. Là, quand il nagassait quelqu'un, des gars, lui, il disait, si tout le monde viendrait ici, tout le monde qui prend des pilules vient ici le matin, ben dans l'homme, la pharmacie ferme.
Ça, il n'y a pas de thérapie mieux que ça. Parce que mon père disait ça aussi. Il dit, à un moment donné, il dit, ça fait du bien. Il disait ça à ma mère. C'est sûr que des fois, il arrivait et il avait les yeux ronds un peu parce qu'il arrêtait une coupe d'hôtel en revenant. Mais c'était une place qui avait une bonne réputation. Puis la joie de vivre était là. Ah ouais. Puis Michel, j'aimerais ça qu'en terminant, tu nous dises à propos du restaurant du coin, quand est-ce que tu l'as vendu? Puis qu'est-ce que ça t'a fait aussi de vendre? Ça t'a-tu Je ne l'ai pas vendu, je l'ai fermé. Tu l'as fermé. Je l'ai fermé, Puis, après ça, c'est Claude, qui s'appelle Lessard qui l'a acheté. Là. OK. Ouais. OK. Puis as-tu déjà repensé à te repartir un restaurant après? Non, jamais. Là, c'est fini pour moi, les restaurants. Quand tu as eu le restaurant du coin, je pense que tu n'en veux pas d'autre. Non. Tu as eu la crème. Bon, ben Michel, je te remercie de nous avoir fait un tour d'horizon du restaurant du coin. Puis, comme autre sujet, maintenant, on va parler d'un sujet que tu connais aussi beaucoup. On va parler de la pisciculture, puis du club chasse et pêche d'Isle-Bretonne. J'aimerais que tu nous parles, Michel, des origines, de comment ça a commencé, la pêche à Isle-Bretonne, des rassemblements. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est ramassé ici, qui est un super beau site en passant. Puis, que toi, ton rôle là-dedans, comment que ça a évolué? C'est quoi la clientèle qu'on a? C'est quoi le type de poisson qui se prend ici? Puis nous parler aussi il y a sûrement eu du gros poisson qui s'est pris dans ce lac-là, puis des pêches miraculeuses. Ça fait que, puis de nous parler des commentaires que tu as aussi par rapport au club chasse et pêche et à la pisciculture. Je te laisse aller, Michel. OK. Le club chasse et pêche, ça, le lac du 5, il n'y avait pas de club là, mais on allait à la pêche là pareil. Ouais, mais il y avait une certaine catégorie de personnes ici à Isle-Bretonne qui allaient à la pêche au lac du 5, des gars, puis ils se disaient gardiens du lac du 5. Fait que nous autres, on s'est mis une gang, on était une manée, une valeur, mais nous autres, on allait garder le lac du 5. Là, il y avait trop de monde qui allait à la pêche à Cafette. Là, c'est là que le club s'est formé. C'était Jean-Louis Poulain qui était maire, puis là, ils ont formé le club. Puis là, après ça, on a fait le chemin. Pour se rendre, parce que ça ne rendait pas au lac dans ce temps-là. C'était en 67. Il y a ça là des 4 roues, puis ça, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On montait au lac au travers du bois, puis à pied, puis oh oui, c'était ça. Puis après ça, on a fait le chemin. Après ça, on a fait ensemencer le lac par le gouvernement. Ils nous ont mis de la truite d'à peu près 7, 8, 9 pouces dedans. OK. Pas beaucoup, par exemple, mais pour commencer, ça faisait. Puis là, on a vendu des cartes d'amende, puis ça. Puis ça allait pas pire. Après ça, 2 ans après, on a bâti le chalet. Puis le chemin s'est fait commencer. On a fait un chemin qui se ferait. Parce qu'avant ça, Michel, excuse, je te coupe. Il y avait un gars qui s'appelait Fernando Gilbert. Oui, c'est le premier gardien. Lui, il avait une petite cabane là, dans le temps. Là. Il n'y avait pas le chalet. Là. Non. Ça a ouvert. On a fait une petite cabane. Là, puis ça en allait gardien là, lui. Là. OK. Ouais. Puis là, c'est ça. Là, vous avez ouvert, vous avez fait le camp. On a fait faire des chaloupes par Richard Grenier. Il devait être bien fait, certains. Il était très bien fait. Richard, c'est un artisan de première classe. Ouais. OK, puis continue, Michel. Après ça, on a pêché pendant des années de temps. Là, ça allait bien. Vu qu'on avait la misère à avoir du poisson du gouvernement, on s'est fait une pisciculture. OK. Fait que là, on a fait une pisciculture à Isle-Bretonne à la station. Puis c'est là que ça a commencé. Là. On commençait à élever du poisson, puis on faisait du gros poisson. Michel, on était en quelle année là, quand tu nous parles de ça? Le club était parti en 67, mais c'était dans les années 70-12 que la pisciculture a commencé. On a commencé avec des bassins de terre dehors. On peut se creuser avec une pépine, puis ça. Je me souviens de ça, oui. Puis après ça, en 75, là, c'est Carole qui est rendu président, là, on a sorti des projets du gouvernement, puis là, on s'est fait une serre avec des bassins en ciment, puis une vraie pisciculture. Puis là, ça marchait. OK. Ça avait commencé. Puis le type de poisson, quand c'était au lac du 5, c'était-tu seulement de la truite mouchetée? Y avait-tu d'autres sortes de poissons? Au départ, c'était juste de la mouchetée, au départ. OK. Après ça, on a eu un problème avec la mouchetée. Il a fallu changer pour l'arc-en-ciel. Fait que là, il y a eu de l'arc-en-ciel, mais ici, c'est pareil. On a mis de l'arc-en-ciel dedans, mais on met de la mouchetée aussi dedans. Parce que le problème qu'on a, c'est la pisciculture, c'est que notre pH est trop haut pour la mouchetée. Fait qu'on enlève de l'arc-en-ciel à la pisciculture. Puis quand on ajoute de la truite assez grosse, là c'est de la mouchetée qu'on ajoute, puis on la met direct dans le lac. OK. Puis l'arc-en-ciel est plus capable de résister à... C'est quoi le pH, quand tu parlais d'un pH idéal là, pour élever de la mouchetée, pour ensemencer de la mouchetée? Le pH de la mouchetée, il ne faut pas que tu dépasses 7,5. 7,5. Le pH de la pisciculture est à 9, 9,5. OK. Fait que c'est beaucoup trop haut pour la mouchetée. Mais l'arc-en-ciel, elle prend très bien, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Puis comme ça, de la truite grise, ça, il y en a non, ça, on ne prend pas de... Non, on ne trouve pas ça. On a de la brune, par exemple, on travaille là-dessus un peu de brune.
La brune, on n'en garde pas beaucoup parce que ça prend trop de temps à grossir. Il faut la garder au moins 4-5 ans avant que c'est potable à pêcher. Puis le monde, c'est ça. Puis quand, c'est ça. Puis à un moment donné, quand Michel, vous avez transféré le club ici, là, ça, c'était en quelle année que s'est fait le move, là, que ça s'est envenu ici? Puis comment vous avez fait pour acquérir le site, là, pour pouvoir dire, on peut venir à se lancer de la truite ici, puis... On a demandé à Carrie dans le temps, c'était eux qui avaient ça, puis ils ont dit, il n'y a pas de problème. Puis, c'est quelle année? C'était en 94, je crois. OK. Ouais, 92, 94. Ouais. OK. On s'est emmené ici, on a mis une vieille autobus ici. Puis on a commencé à la première année de pêcher avec ça. C'était le chalet, ça, là. Un autobus, c'était Réal Perron qui était gardien. Ah oui, oui, monsieur. Il y avait de la rosette pas mal. Ouais, il était bon, Réal, là, oui. Oui, pour accueillir le monde. Ouais. Après ça, tout de suite, l'année d'ensuite, on a bâti ce chalet-là. Puis là, ça a commencé de même. Là, il y avait combien de membres quand vous avez commencé? Mettons, dans le temps que Réal Perron était là. On s'est toujours tenu à peu près à 150 membres. On se sent à peu près dans ça, ouais. C'est surtout du monde d'Isbroton où il y en a qui viennent de... Je dirais que c'était le 2 tiers viennent dans des arts. Ah oui? Ouais. OK. Au début, tout au lac du 5, c'était surtout du monde d'Isbroton. Mais après ça, là, le monde dans des arts sont mis à rentrer. Puis là, ici, là, c'est pareil. C'est le monde dans des arts. On a du monde d'Isbroton aussi. Là, mais... la pêche ouvre, là, ça doit être sur le bord d'ouvrir. Ici, le 22, oui. Le 22 mai. Ouais. Puis ça va être ouvert jusqu'à... À faire du travail. À faire du travail. Ouais. Puis ça, c'est sûr que quand ça ouvre, là, ça doit être le monde. Il doit avoir une affluence parce que oui. il y a des belles prises qui se font. Les truites sont affamées. C'est-à-dire sont affamées. Ils sont pas affamés, mais on leur présente d'autres choses que toi, tu les nourris. Ouais. Michel, parce qu'on te voit l'hiver, on fait du ski de fond dans le coin, puis on passe, puis on te voit, tu lances une sorte de moulée, là, puis on voit sauter les truites. C'est vraiment beau. Pour ceux là, et celles qui écoutent l'entrevue, c'est vraiment un beau spectacle à voir. Puis, y a-tu beaucoup, Michel, de truites qui meurent? Parce que je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Hein, la truite qui meurt aussi, on se fait pogner par les oiseaux ou les visons. C'est la nature, en fin de compte, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est la truite qu'on perd, ça. Il y a beaucoup de fraîches qui se fait, mais il y a tellement de truites dedans que la fraie, on ne veut pas se fier dessus, c'est les autres qui la mangent. Puis du braconnage, je n'avais pas eu de problème avec ça. Non, on n'a vraiment pas de problème avec ça. Non. Okay. Puis les commentaires, Michel, que vous avez par rapport au club, là, les gens qui viennent de l'extérieur, puis c'est vraiment un beau site. Là. C'est le plus beau club qu'il n'y a pas dans la province du Québec. C'est vraiment beau. Avec un prix abordable pour entrer membre, puis avec la qualité de poisson qu'on a ici, là. Parce que je parlais avec un de vos bons amis pêcheurs, c'est Maurice Roux. Là, oui, Maurice! Parce que là, lui aussi, il va passer aux entrevues. Là, il va nous parler du garage à Timarie-Roux. Puis... et ça, là, il parle de pêche parce qu'il a pêché toute sa vie, ce gars-là. Puis venir ici, là, comme tu disais, Michel, tantôt, on parlait du restaurant du coin qui pouvait servir de thérapie. Ça ici, parce que ceux qui connaissent pas ça, la pêche, là, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Puis toi, Michel, ça fait combien d'années que tu fais ça, de t'occuper du club chasse et pêche, là, en tout et partout? C'est rien de dire. Et de la pisciculture? Ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Ah oui. 35 ans. Puis là, es-tu tout seul à t'occuper de ça? Là? Y a-tu des gens qui t'épaulent là-dedans là, pour venir nourrir les poissons? Il y a mon frère Luc, puis quelques gars, là, j'ai quelques membres qui viennent m'aider, oui. C'est surtout durant l'été, on a de l'aide pour les travaux qu'il y a à faire ici. C'est un site, on pêche sur les chaloupes, puis on se prépare pour la pêche, là, on a du bénévolat. Mais à la pisciculture, je suis pas mal tout seul. Là, comme ça, là, j'ai mon gars, quand j'ai besoin de faire des gros travaux, c'est mon gars qui vient avec mon frère. OK. Puis je pense que les membres aussi sont fiers de leur club. Puis, oui. Je pense qu'ils sont très respectueux aussi de garder propre. Puis de pas de... Parce que les gens qui viennent faire des niaiseries ici, ça ne dure pas longtemps. Là. Non. On leur montre côté sortie, c'est ça. Ouais, c'est ça, vous repasserez, puis réclamer. Je peux passer les gars, mais réclamez pas 200$. OK, ça fait qu'en tout cas, écoute, Michel, c'est très, très intéressant d'entendre ça, tout ce que tu nous as parlé aujourd'hui, allant de la boucherie de ton père, en parlant du restaurant du coin, de la pisciculture, du club chasse-pêche. On voit que tu es un gars qui aime la vie, c'est plaisant, c'est ce que tu nous as raconté. Je pense que ça va donner, des fois, il y a du monde qui se cherche un peu. Ça fait que tu es un exemple à suivre. Ça fait qu'on te remercie beaucoup, Michel. Ça fait plaisir. C'était très agréable. Merci beaucoup.
Parce que moi, ce qu'on va voir, on va pas le voir, on va nous faire parler de la nous venons de terminer notre entrevue avec notre ami Michel, qui nous en a appris beaucoup sur l'entreprise de son père, la boucherie, et qui nous a parlé aussi du restaurant du coin, de ce restaurant qui a une histoire. On pourrait écrire un livre là-dessus, mais Michel a été très gentil de nous parler, d'enrichir cette entrevue par des commentaires, des choses que, en tout cas, moi, pour avoir toujours vécu à East-Broughton, j'en ai appris beaucoup grâce à Michel. Puis ça a été très intéressant aussi de voir l'évolution de la pisciculture, puis de parler du fameux lac du 5, puis que maintenant nous avons un club de pêche qui a changé de place, puis qui fait le bonheur de bien des pêcheurs d'ici et des environs, au même titre que le lac du 5 en a fait rêver plusieurs. Ça fait que c'est avec un peu de nostalgie qu'on pense des fois à toutes ces choses-là, parce que ça nous fait revenir un peu dans notre enfance. East-Broughton n'a pas toujours été aussi tranquille qu'aujourd'hui. East-Broughton a une grande histoire, puis on va vous en faire connaître d'autres pages. On a plusieurs commerçants à rencontrer, et je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette entrevue avec Michel Groslot. Merci. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont